Ou bien? Je suis un client qui fait chier. Parce qu'on m'a fait chier aussi en tant que prestataire. Et aujourd'hui, je comprends pourquoi en entreprise, on a fait chier je mesure, mais bon, on a fait chier les CM qui sont en agence, qui travaillent pour nous. Parce que nous, on a la pression commerciale. Parce qu'on se dit que le CM, il n'est pas en train de rendre ce que nous, on avait rendu quand nous, on était en train de faire ce même métier. Gars, si tu vas quelque part dans une entreprise, on te dit de venir faire affiche, il faut fuir. C'est faux, tu m'as menti. Moi, je cherche mon combo. J'ai mon combo. J'ai mon client qui est là. J'ai fait le plan. Mon client a validé le plan. Je t'ai appelé graphiste, viens on va manger ensemble. Tu ne me lis pas mon visuel. Ah oui, ça par contre, c'est une vraie poisse. Et il y a un monsieur, c'était un Bengi, c'est un Béninois, à qui on m'a recommandé. J'arrive là où il m'a indiqué, je l'appelle, ah monsieur, je suis là et tout. Il fait, ah oui, vous êtes là, vous êtes dans quelle voiture et tout. Je dis, non, je suis à moto. Quand je dis, je suis à moto, il dit, ah, vous êtes à moto, ok, d'accord. Ok, vous avez vu quelque chose. Le ton a changé. Le respect avec lequel la personne qui me parlait a changé. Le fait de se rendre compte que bon, c'est un petit qui se cherche à moto, mais c'est pas le pire. C'est que quand Cet épisode a été possible grâce à Neverland Studio, spécialisé dans la réalisation de photos, de captation vidéo, institutionnelle et événementielle, également dans l'enregistrement de podcasts et d'émissions vidéo. Merci à Neverland Studio pour son accompagnement et le cadre offert. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner, à liker et à partager le contenu autour de vous. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cet épisode. Je vous souhaite la bienvenue sur le canapé du CM. Je suis Océane Angela Diomati, spécialiste des questions de communication digitale et visuelle. Je reçois pour vous aujourd'hui quelqu'un que j'appelle mon mentor parce qu'il a été un modèle pour moi pendant des années. Je vais le laisser se présenter à nous. Bonjour Moumine. Bonjour Océane, j'apprends la côté mentor. J'espère que tu vas bien. Oui, ça va super bien. Merci de passer sur le canapé du CM. Écoute, il est confortable, donc voilà, ça va. Alors oui, tu as été un modèle parce que pendant des années, moi j'ai vu ta carrière évoluer, j'ai vu ton travail et j'étais très très admirative du boulot. Donc sans plus tarder, je vais te demander de te présenter à nos téléspectateurs. Alors, bonjour ou bonsoir à tous en fonction du moment où vous allez suivre ce podcast. Merci Océane de m'avoir invité. Je suis plutôt un homme qui préfère rester plutôt derrière les caméras, rester dans l'ombre. Mais j'ai vu passer les premiers extraits autour de ce beau projet. Je me suis dit, why not? Pourquoi ne pas tenter? Pourquoi ne pas se jeter à l'eau? Pourquoi ne pas se jeter dans le canapé? Donc, je suis là. Je suis Moumine Wologan, je suis comme un brand manager. J'exerce aujourd'hui en tant que responsable communication dans une entreprise de la place. J'adore ce que je fais. Je pense que si je suis dans ce métier de la com, c'est d'abord à cause de la passion et puis après parce que ça paye quand même un peu. Ah ok, ça paye? Ah, j'étais pas au courant de cette partie-là. Merci pour l'information. Alors, comment es-tu arrivé à faire de la com? J'ai un parcours assez atypique, linéaire, mais rien au départ ne me prédisposait à faire la com. À part peut-être un petit détail, j'ai fait un baccalauréat scientifique et je me souviens encore. Un bac D ou C? J'ai fait un bac D. J'ai fui le bac C. J'ai commencé un parcours en C et puis après je me suis dit là, c'était compliqué. Mais en fait, mes amis des séries littéraires me traitaient de littéraire égaré parce que j'étais le gars qui bossait dans le journal de l'école, qui lisait beaucoup plus des romans, beaucoup plus de Harlequin. Oui, je suis un homme qui lisait du Harlequin, qui lisait beaucoup de bandes dessinées versus des livres scientifiques. Et du coup, les gars me traitaient beaucoup de littéraire égaré. C'est peut-être cette fibre-là, c'est peut-être ce lien qui est resté. Bien sûr. Mais je suis resté quand même un gros passionné de tech. Je suis un passionné de tech. Donc, j'ai fait un parcours d'administrateur système et réseau. Ok. J'avais envie, tu vois, quand on demande aux enfants, qu'est-ce que tu as envie de faire quand tu seras grand? Yes. Beaucoup disent, je veux être médecin. Moi, je disais souvent, je veux fabriquer des robots. D'accord. Je veux fabriquer des robots. Je veux savoir comment ça marche. Je fais ce genre de choses. Donc, après mon bac, j'ai été orienté justement dans un parcours d'informatique industrielle et maintenance. Après, j'ai poursuivi en réseau informatique et télécommunications. J'ai fait vraiment mon cursus académique
dans cette branche-là, en génie informatique. Il faut dire que pendant ce cursus, un incident a fait que très vite, après mon stage académique, il a fallu que je fasse un stage professionnel. Donc, j'ai commencé un stage dans une école de cinéma, l'une des plus grandes encore aujourd'hui. Et de là-bas, en fait, je devais faire juste un stage pour combler le temps parce que il y avait un sujet personnel qui ne me permettait pas de poursuivre mes études tout de suite. Bien sûr. Sauf que à la fin du stage, on m'a demandé de rester. J'ai eu un contrat, j'ai commencé stagiaire informatique, mais on m'a pas laissé partir. J'ai eu mon premier contrat sans avoir vraiment fait de demande d'embauche. Je reste encore reconnaissant aujourd'hui à toutes les personnes là qui m'ont accompagné dans mon parcours comme ça. Donc, j'ai eu mon premier contrat juste comme ça. Et donc, parallèlement à ce contrat, je poursuivais mes études, je faisais un certain nombre de choses, j'avançais. Mais très vite, l'orge de connaissances, l'amoureux de connaissances, l'amoureux de passion, d'expériences nouvelles que je suis, a commencé par s'ennuyer, par ne pas vraiment, par ne pas se sentir dans son truc. Je suis toujours comme ça. J'aime au quotidien me dépasser, faire de nouvelles choses, être confronté à des défis, à des expériences nouvelles. Bien sûr, bien sûr. On aime aussi un peu l'argent, tu vois. Donc, je faisais mon parcours professionnel, je poursuivais mes études et j'avais aussi besoin de grandir intellectuellement, d'avoir un peu plus de cash. J'ai commencé par développer des contrats privés, ce qu'on appelle les gombos. Donc, j'ai commencé par chercher des gombos. Dans mon parcours, ces gombos-là, c'était de la maintenance informatique, c'était de la conception de sites web. De la conception de sites web, j'ai fait un peu de rédaction web. Dans le temps, ça marchait très bien. Si, je me rappelle bien. 2010, les premiers Western, des trucs comme ça, là, oui, ça marchait bien quand tu fais de la rédaction web. Mais la rédaction web m'a pas accroché. Je préférais développer des sites et faire de la maintenance réseau et système. Et j'ai eu la chance, à un moment de mon parcours, de me retrouver dans un système où je gagnais plus d'argent en gombo, en freelance, que mon propre salaire. Ah, je peux imaginer. Donc ça, c'était plutôt pas mal. C'était plutôt intéressant. Bon, en son temps, c'est pas grand-chose, mais c'était quand même beaucoup plus important que ce que je faisais. Et ça m'a ouvert beaucoup plus. Ça m'a ouvert les yeux. Ça m'a donné envie de progresser dans ce milieu. Et chemin faisant, à un moment donné, je suis tombé sur une offre d'emploi d'un grand groupe local. Je me suis dit, écoute, je suis en train de faire 8 ans dans la même entreprise. Certes, tu totalises plusieurs années aussi en freelance, ce qui peut me permettre d'enrichir mon CV, mon parcours, parce que je pourrais rajouter d'autres entreprises et d'autres types de projets à ce que je faisais versus là où j'étais. J'ai fait 8 ans, je suis parti stagiaire informatique à directeur de la scolarité de l'innovation. J'ai géré la com, j'ai géré beaucoup de choses. J'avais maintenant là envie de passer à autre chose. Mais l'autre chose, je peux t'assurer que c'était beaucoup plus tout couper et monter une entreprise, rester en freelance. Mais dans la foulée, je suis tombé sur une offre d'emploi et je me suis dit, bon, va voir au moins si tu es encore compétitif sur le marché de l'emploi pour avoir fait 8 ans dans l'entreprise. Je postule pour un poste d'ailleurs de community manager. Donc, même en entretien, je pense, on m'a demandé, mais je ne vous comprends pas. Vous êtes directeur quelque part de la scolarité, etc. Et vous venez postuler pour un poste de community manager. Je leur ai dit, mais oui, mais ça me plaît bien. Et puis, j'ai envie de travailler dans quelque chose de plus grand que moi, de faire ce genre d'expérience. Et bon, chemin faisant dans le process, on m'a dit, on me proposait plutôt un profil de chargé de communication digitale, donc qui me convenait encore plus. Bien sûr. Et je suis entré dans cette entreprise-là. Fort heureusement, j'ai eu la chance d'être pris sur le poste de chargé de com digital. Bon, j'ai commencé chargé de com digital, je suis passé chargé de com. Aujourd'hui, je suis responsable de communication. Donc, j'ai réussi aussi, je continue à faire ce petit parcours, chemin bien sûr, là-bas. Et donc, voilà, je pense que la sommation de tout ça me fait quand même, je pense que je tourne autour de 12 ans d'expérience aujourd'hui. Pas mal, hein? C'est énorme en fait. Et en freelance. Et en freelance, donc voilà, c'est ce que je suis.
petit pas. Je ne sais pas si les gens se rendent compte, mais en fait, tu es parti d'un stage et pour arriver à directeur de scolarité. Ça me tourne toujours dans la tête. Je me dis, en fait, c'est énorme, quoi. C'est-à-dire que la patience finit par payer et tu peux entrer par le plus petit poste et ressortir, en fait, plus grand que tu n'aurais jamais imaginé. Alors, ça, c'est vrai. Ça a l'air d'être énorme quand on ne l'a pas vécu. Mais moi, j'ai envie de dire que c'est quand même assez simple, en fait. Personnellement, je ne considère pas ça comme étant un exploit. OK. La raison, elle est très simple. J'ai commencé stagiaire. Écoute, quand tu es stagiaire, tu travailles pour être titularisé et Bien pour sûr. avoir un contrat. Tu Oui, vois? oui. Et beaucoup de choses peuvent arriver. Tu peux avoir un manager qui laisse son poste. Tu peux être dans une posture où on décide de créer un poste parce que tu es là. Tu peux véritablement démontrer que tu es tellement fort que tu es entré sur un poste, mais on te confirme plutôt sur un autre. Tant que tu réussis à démontrer que tu es polyvalent, que tu sais apprendre et que tu apprends vite, on met souvent dans les CV grande capacité d'adaptation. Mais souvent, on écrit souvent ce truc-là dans nos CV. Si. En vrai, c'est pas juste un truc à écrire dans un CV. Il faut pouvoir vivre ça. Il faut pouvoir l'exprimer, il faut pouvoir le faire. Tu vois? Et dans notre métier, dans un métier qui évolue si vite, moi, je ne parle pas forcément du métier de community manager, je parle globalement des métiers dans le digital aujourd'hui, dans les métiers, ou pour être plus proche du community manager, des métiers de social media manager. Ça évolue tellement vite que tu ne peux pas te cramper juste à une posture. Bien Quand sûr. tu entres quelque part, tout de suite, tu vises un next step et tu travailles pour. Bien sûr, bien Tu sûr. vois? Et donc, moi, c'est ce qui est arrivé. Hein. Franchement, je suis entré là. Je me contentais pas non plus de dire, je suis informaticien, je fais de l'informatique et là. Tu as touché à tout. J'ai touché à tout. Je suis entré là-bas en informaticien, mais paradoxe, ça, voilà un truc qui est assez intéressant. Je suis entré en informaticien. Je voyais les choses évoluer, je voyais la com se faire. Je faisais beaucoup de radio, beaucoup de télé, beaucoup d'investissements médias, tu vois. Mais qui ne portait pas Sauf forcément cette qu'on fois. commençait pas à entrer dans cette ère-là où Facebook, La tu vois, les années digitalisation. 2010, Et les réseaux sociaux. Oui, voilà, bien Facebook sûr. commençait par prendre, tout le monde commençait pas à aller sur Facebook. Et il y avait un sujet budget communication dans cette entreprise-là qui ne pouvait plus continuer à suivre dans les mêmes proportions. Mais derrière, énormément de contenu. Je disais, c'est une école de cinéma, donc en fait, des spots, il y en avait, des extraits vidéo, il y en avait, des interviews. Il y avait énormément de contenu. Mais comment on fait pour les mettre en avant sans dépenser beaucoup d'argent et tout? Bien sûr. Il y avait un compte Facebook. En fait, à ce moment-là, ils avaient déjà un compte Facebook qui existait parce que c'est un Américain qui gérait toute l'infrastructure numérique. Okay. Il y avait un compte Facebook, il y avait une chaîne YouTube, il y avait même un compte Twitter. Je n'étais pas du tout Twitter. Oui. Donc, Twitter, je ne me suis pas aventuré sur ce terrain. Mais j'étais Facebook. On était encore à ce moment-là où on pouvait écrire C, X, E. Donc, ça, c'est des choses qu'on faisait. Et moi, je me suis proposé de commencer par animer un compte Facebook. Okay. Leur montrer qu'on pouvait faire de la com sans dépenser autant. Et ça, je peux vous promettre, et je le dis à tout le monde, si tu entres dans une entreprise, quelle que soit l'entreprise, il peut y avoir des budgets qui valent des milliards et que tu réussis à leur démontrer que tu as deux solutions qui vont leur faire économiser quelques milliers de francs. Ils vont te garder. Tu deviens leur ami. Bien sûr. C'est clair. Tu deviens leur ami. Et donc ça a commencé petitement. J'apprenais en exerçant. Tu vois, j'apprenais le métier. J'avais cette passion-là. Et parfois, c'est mieux de rédiger un post, de faire une publication ou de monter un petit plan de com que de souffler dans une unité centrale pour voir si ça va démarrer ou d'enlever des barrettes de les remettre. Tu vois, ça va commencer par être quand même un peu plus passionnant. Oui, c'est plus intéressant. Sérieusement parlant, oui. Donc, pour répondre à ta question, comment partir de stagiaire à ça, c'est le truc. Tu découvres une passion, tu apprends, tu sacrifies des nuits blanches à regarder des tutoriels. Avant, c'était beaucoup de tutos, beaucoup d'articles que tu vas lire sur les sites web. Aujourd'hui, tu as plein de tutoriels sur YouTube. Mieux, tu as les intelligences artificielles qui peuvent te dire par A plus B comment tu fais un truc très simplement sans que tu ne
perdre du temps de documentation. Tu as les réseaux sociaux eux-mêmes qui sont un moyen d'apprentissage parce que tu vas continuer à t'inspirer. Tu vas faire du vrai plagiat. Okay. Tu vas t'inspirer des autres. Bien sûr, pour mieux faire. Pour mieux faire. La roue, elle est déjà inventée. Et ça, je le dis, la roue, elle existe déjà. Donc, il ne nous appartient pas d'aller la recréer. Tu prends ce que les autres ils ont fait, tu imprimes toi tes valeurs, ta manière de faire, tu imprimes toi des éléments qui sont liés à ta marque, à ce que tu veux devenir aussi personnellement, et puis tu avances. On a plein de success stories de personnes aussi qui ont fait ça. Pour moi, tu vois, quand des gars comme des Steve Jobs, quand des gars racontent, quand tu lis l'histoire de gens qui ont vraiment réussi, tu te rends compte que nous, on n'a rien vécu. Pas encore. On n'a pas de parcours, tu vois. Mais ces gars-là, ils l'ont fait. Mais comment ils y sont pas venus, c'est assez simple. Je vois un peu. Tu as commencé à faire de la com en 2010. On est en 2026. Moi, j'aimerais que tu me parles de la fiche de poste du CM en 2010 et de la fiche de poste aujourd'hui, afin de faire une comparaison. En 2010, il n'y avait pas de fiche de poste CM déjà pour commencer. OK. Il y avait plutôt des fiches de poste rédacteur web. Ça existait beaucoup. Les gens cherchaient des rédacteurs web. Et peut-être qu'il faut faire l'expérience, voir aussi dans ceux qui font passer sur ce canapé, s'il n'y en a pas beaucoup qui sont passés par ce métier de... On est tous passés par là. Voilà. Moi-même, je suis passé par là. Donc, c'est ça. Je pense que c'est un peu l'ancêtre du community manager qu'on connaît aujourd'hui. Mais si on devrait avoir une fiche de poste, c'est qu'on cherchait quelqu'un qui était capable de créer un compte Facebook, de créer des comptes sur les réseaux sociaux, de faire des publications. C'est tout. Mais aujourd'hui, la fiche de poste... Elle a bien évolué, je sais. Elle a bien évolué. On a besoin de quelqu'un qui, s'il n'est pas graphiste, qu'il connaisse au moins un peu Canva. Franchement, désolé à certains aînés qui nous ont dit à nous en son temps, gars, si tu vas quelque part dans une entreprise, on te dit de venir faire affiche, il faut fuir. C'est faux, tu m'as menti. Non, mais c'est sérieux parce que tu es community manager, tu as besoin... Je fais une parenthèse. Comment est-ce que moi, j'ai commencé par toucher Photoshop? OK. Moi, je cherche mon gombo. J'ai mon gombo. J'ai mon client qui est là. J'ai fait le plan. Mon client a validé le plan. Je t'ai appelé graphiste. Viens, on va manger ensemble. Le montant qu'il veut prendre dépasse ce que tu gagnes. Non, c'est même pas ça. C'est même pas une affaire de montant. Je te donne le plan. Je te brief sur le visuel. Tu ne me livres pas mon visuel. Ah oui, ça, par contre, c'est une vraie poisse. Je suis très d'accord. Tu ne me livres pas mon visuel. Mon client me relance. Mon gombo est en train de partir. Tu ne me livres pas mon visuel. Je te dis tout, tu comprends mon brief. Je te dis alors, pardon, viens, on va rester ensemble. Je vais venir chez toi. On va faire ensemble. Je vais te montrer ce que je veux. Oui. Et au moins, j'aurai l'assurance qu'avant de quitter chez toi, j'aurai mon truc. Je vais partir. On va faire 2-3 visuels. J'aurai au moins quelque chose. C'était un piège. Moi-même, je ne savais pas que c'était un piège. Parce qu'avec le temps, à force de rester à côté de ces gars-là, pour être sûr d'avoir mon résultat, parce que moi, je voulais manger mon combo. Bien sûr. J'apprenais. Je te regardais faire, j'apprenais. Ou c'est que tu as un site web, tu vois, les sites web, comment les développer, tu as des templates, tu télécharges, tu as plein de templates et autres, tu regardes les templates. Franchement, il faut partir de rien. Bien sûr. Tu regardes les templates, mais tu fais ça proprement. Tu vois les images, les bannières que les gens ils ont fait. Tu vois exactement comment ils ont fait les bannières. Tu vas chercher les proportions. Tu essaies de dire au client, faites-moi des photos dans cet esprit-là qui ressemble à ça. Tu fais exactement la même chose, les proportions, donc tu fais les mises au format et tu proposes. Mais tu ne peux pas tout faire. Donc, tu demandes à quelqu'un, please, fais-moi cette proportion-là de telle image, telle image, telle image, telle image. Tu as fini de coder. Mais le gars, il ne t'a pas livré les images. Ton client ne peut pas apprécier ta maquette. C'est compliqué. Donc, j'ai dit, les gars, faites. Les premiers, on a travaillé ensemble, mais celui qui a commis l'erreur, c'est celui à qui j'ai dit, c'est juste que tu es occupé. Est-ce que tu peux me donner le fichier source? Le setup. Non, le fichier source. Le setup, je l'ai installé il y a longtemps. De telles choses qu'on a fait, je vais essayer de modifier moi-même. Eh bien. Et au fur et à mesure, j'ai commencé par modifier. C'est comme ça, moi, je ne peux pas toucher à Photoshop, par exemple. Okay. Je ne suis pas graphiste, je ne le serai pas. Mais je pense que le jour, je suis dos au mur, je suis capable d'ouvrir le logiciel, de bricoler quand même quelque chose pour avancer. Et ça, c'est exceptionnel. Donc, quand on te dit tu es CM et que tu dois attendre que ce soit le graphiste qui fasse forcément
le visuel avant que tu ne le postes. Dans le meilleur des cas, c'est ça. Mais si le graphiste il n'est pas réactif, si tu as l'idée du siècle et que le graphiste il est en train de dormir, toi, tu as juste besoin de pouvoir toucher au truc, de faire de petites choses, de faire de petites manipulations parfois. Aujourd'hui, on a Canva, on a fait des visuels avec PowerPoint dans ce pays. Ah oui? On a fait des visuels avec c'est PowerPoint possible, qu'on a posté dans ce pays. Oui. Tu vois, on n'a pas fait Word. PowerPoint, on a fait. Word, c'était pas notre époque, je pense. C'était il y a très longtemps. Aujourd'hui, il y a Canva. Si tu ne veux pas aller sur Photoshop, tu dois être en mesure de le faire. Oui, je suis d'accord. Pour la petite histoire, je pense qu'il y a mon livre que j'ai écrit. Le designer m'a fait un travail que je n'ai pas du tout apprécié. J'ai repris moi-même le design dans Canva directement. Et pour des marques que j'ai hors de l'agence ou bien hors de mon boulot habituellement, quand les designers ne sont pas réactifs, je fais moi-même le design. C'est ça. Il arrivera même que tu vas faire et maintenant lui dit, Joe, voici ce que j'ai fait. Maintenant, tiens, améliore, parce que c'est ton métier. Bien sûr. Et lui, il va reprendre ce truc. S'il est ouvert d'esprit, il va l'améliorer. Et toi-même, tu seras fier. Tu seras encore plus. Parce que à la fin, c'est son métier. Tu lui arraches pas son métier. Non, non. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est il faut réussir à être polyvalent. Tu es très bon dans ton community management, tu es créatif, tu as de belles idées, tu sais gérer la communauté, tu connais les codes des différents réseaux sociaux sur lesquels tu es positionné, c'est super. Mais après, on ne demande plus aux gens d'être bons. On est dans un monde où on ne te demande plus d'être bon, on te demande d'être excellent, on te demande de savoir faire de très belles choses. Et donc, si tu es expert de ton métier, tu viens maintenant rajouter des soft skills tout autour et tu deviens incontournable. Je vois. Donc, aujourd'hui, HTM, c'est à la fois savoir faire un peu du design avec Canva au moins, utiliser CapCut pour le montage. En vrai, je vais essayer de raconter. Pour moi, HTM, c'est être capable d'être derrière son Zémédian ou bien d'être dans sa voiture. Il y a beaucoup de Zémédians qui ont des voitures dans Cotonou. Notre heure va sonner aussi. Pensez, ils sont en danger. Donc, c'est être capable d'être en train de rouler, de voir un panneau qui dit une chose, mais que ça t'inspire autre chose, de t'arrêter, de prendre ton ordinateur, de rédiger ta légende, de peut-être même chercher une image, une photo, un truc, d'aller demander à une IA de te générer un truc si tu es dans une entreprise qui te le permet ou si tu as un client qui te le permet, de demander une photo qui est liée à ce que tu viens de trouver et de faire le post. OK. C'est aussi, HTM aujourd'hui aussi, c'est être capable de participer à une activité. Les vidéastes qui ont été prévus ne sont pas arrivés. Mais tu réussis au moins à dégainer ton téléphone, à faire quelques petits réglages, à filmer quelque chose pour sauver les apparences, publier ton truc et ton travail, il est fait. Parce que ce qu'on attend du CM, in fine, c'est que les posts se fassent, c'est que les stats suivent et que derrière, bon, il y a un autre débat. Bon, on attend aujourd'hui que le CM soit vendeur, mais ça, au moins, je dis, un CM n'est pas un commercial. Un CM n'est pas un commercial, mais un CM doit être capable de démontrer qu'il n'est pas un commercial, de démontrer comment sa stratégie permettra au commercial de vendre. Okay. Un CM doit être capable, in fine, de montrer aussi au commercial comment il va utiliser cette stratégie-là pour vendre. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est le cas. Ne nous cachons pas derrière des histoires de « c'est pas mon métier » pour qu'in fine, les gens continuent à nous piétiner. Il y a beaucoup de métiers qui ont disparu. Le métier de CM, pour moi, est en train de disparaître. Oui, il va évoluer plutôt. Il évolue, il a déjà évolué, tu vois. Ce qu'est le CM aujourd'hui, c'est ce que le social media manager était hier. OK. Il faut expliquer. Hier, c'était quoi un SMM? C'est une personne qui va faire la stratégie. Normalement, le SM fait la stratégie. Le CM ne fait pas normalement de stratégie. Oui, mais aujourd'hui, il est amené à le faire. Oui. Je pense que les gens ne le savent pas encore. Parce que il y a quelques années, j'ai eu des personnes qui me disent, moi, je me dis, je suis toujours CM. Pourtant, je fais plus que ça, tu le sais, on sait. Mais j'ai vu des jeunes qui disent SMM. Et à la fin de la journée, quand je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Ils sont incapables de faire une stratégie correcte, en fait. Donc, en fait, il faut un calendrier éditorial. C'est tout. Mais ils sont SMM et ils se considèrent même comme des experts. Ok, c'est simple, j'ai la réponse. En fait, c'est quoi la différence d'un CM et un SMM? Oui. Le CM, il fait un calendrier éditorial. Le SMM, il fait un plan de communication digitale. Il fait une stratégie de com digitale. Bien sûr.
Donc, il va intégrer derrière... En fait, le SMM, normalement, c'est le supérieur du CM. Du CM, oui. Bien sûr. Moi, ça a été toujours le cas depuis l'école. Hein, je simplifie les choses. J'aime pas être trop scolaire. Tu vois, le social media manager, c'est le gars qui gère toute la stratégie de communication d'une entité. C'est la définition de l'école. Tu vois. Et tu vas pas, si tu n'évolues pas, tu vas pas accuser les autres. Je suis désolé. Et surtout, quand le paresseux, quand il va te voir chercher à toucher un peu de tout, il va se dire, lui, le gars là, c'est un lèche-porte, il veut toujours tout faire, c'est lui qui veut toujours montrer qu'il sait faire. Je suis désolé. On vient de quelque part, on a envie de progresser, et du coup, tant que tu as de la place dans ta tête pour apprendre, pourquoi tu n'apprends pas? Aujourd'hui, maintenant, là, j'apprends à gérer les influenceurs. Lundi, ils m'ont dit, mais quand tu vas nous apprendre ça? Ils disent, mais on n'apprend pas. C'est un bagage que j'ai eu naturellement qui s'est venu parce que je connais les gars la plupart. C'est ça. En fait, tu vois, aujourd'hui, tu fais de l'influence et tu es capable, bêtement, quelqu'un te demande de lui recommander des gars. Je peux recommander. Spécifique. Je peux le sur faire. Un canal spécifique, tu vas recommander. Pas parce que tu as étudié les gars, ou parce que tu passes ton temps à scroller sur les réseaux sociaux, mais juste parce qu'à un moment donné, on t'a dit, j'ai les influenceurs, tu n'as pas dit non, je suis CM, je gère pas des influenceurs. Mais moi, je mettais la pression, tu vois, moi, j'étais le client, je suis un client chiant. Parce qu'on m'a fait chier aussi en tant que prestataire. Et aujourd'hui, je comprends pourquoi, en entreprise, on a fait chier je mesure, mais bon, on a fait chier les CM qui sont en agence, qui travaillent pour nous. Parce que nous, on a la pression commerciale. Parce qu'on se dit que le CM, il n'est pas en train de rendre ce que nous, on avait rendu quand nous, on était en train de faire ce même métier. Jusqu'aujourd'hui, j'ai toujours les accès à mes pages, en fait. Je suis toujours parfois très à l'aise. De tes anciens clients ou bien actuellement? Actuellement. Ah, okay, il y a même des anciens clients j'ai insisté pour que c'était me virer de leur page jusqu'au jour où c'était mon pas vieux. Ils ne le font pas, je ne comprends pas pourquoi. J'en ai toujours sur moi. Il y a deux cas. Il y a ceux qui ne le font pas parce qu'ils ne savent pas le faire. Et il y a ceux qui ne le font pas parce qu'ils regrettent un peu aussi de t'avoir perdu. Si tu as été mauvais CM chez quelqu'un, il ne t'a pas encore viré quand il t'a sorti de sa page. Ça, c'est vrai. Parce qu'il aura peur que tu viennes un jour tout supprimer, machin. Si tu as été mauvais CM, si tu finis une collab et qui s'est mal passé, le gars même ira chercher tout de suite quelqu'un pour te sortir de sa page, de ses comptes. Ça, que j'ai toujours été bon CM en fait. Aucun client ne m'a jamais viré. Je vais demander à tes clients. Oui. Ok. J'ai toujours toutes les pages que j'ai gérées avant. Mais moi, j'ai un problème méta actuellement depuis qu'on a fait la double authentification là, où j'arrive pas à accéder j'arrive plus à accéder à mon Facebook, le plus gros Facebook. J'ai accès sur un téléphone, non, sur deux téléphones. Et donc, quand j'ai des urgences, je retourne sur ces téléphones-là. Je fais tous les process. Ils vont finir par me débloquer. Ok. Il y a des gens qui ont eu le même problème, ça s'est réglé. Au bout d'un an. Voilà. J'en ai vu. Moi, ça ne s'est pas, au bout d'un an, moi, ça ne s'est pas encore réglé, ça va se régler. Personne ne peut reprendre le compte parce que de toute façon, moi-même, c'est ça, j'ai trop sécurisé le compte. Mais malgré ça, j'ai eu quoi? J'ai eu des stagiaires, j'ai eu des assistants, j'ai eu plein de gens avec qui j'ai collaboré sur mon poste actuel, mais ça me fait un bien fou de poster moi-même. Ok, je peux comprendre. Ça, c'est la passion du métier. On est d'accord. C'est la passion, j'aime ça. En fait, c'est ce qui est de plus beau dans le métier de CM, quand tu penses un concept, tu le fais, tu le publies, et tu vois de l'interaction, des gens que tu connais de nulle part qui interagissent avec ton contenu. C'est vrai aussi. Ça fait un bien, je suis d'accord que ça fait un bien fou. Parfois, tu vas penser à avoir fait le post le plus nul de la Terre. Non, tu vas penser le plus nul, le post nul. Généralement, si je pense que c'est nul, tu ne le postes pas. Quand le post, c'est que tu penses que ça va quand même un peu marcher, ou parfois tu postes pour poster, donc tu mets pas le cœur. Mais ça marche parfois. Mais il y a des posts. Pour toi, tu es convaincu d'avoir trouvé l'idée du siècle. Tu mets les organes. Et ça ne passe tu fais pas. tout. Tu postes. Tu scrolles 30 secondes, 0 like. 1 minute, 5 minutes, 0 like. 0 commentaire. 0 interaction. Ça ne marche pas. Tu as tapé poteau. Hey, ça fait mal, hein? Ça fait très mal. Mais ça fait partie du jeu. Oui. Ça fait partie du jeu de taper poteau, de prendre du recul et d'aller chercher encore autre chose. Et c'est ce qui est passionnant dans ce métier de CM. Et c'est
inconcevable que tu fasses ça en tant que CM, que tu passes social media manager et que tu continues pas à faire. En fait, c'est comme une drogue. On a toujours envie d'avoir sa dose. Moi, c'est ce que ça m'apporte. Cette interaction avec la communauté, le fait de faire quelque chose, de voir la communauté réagir. Parce que plus la communauté va interagir, plus ils iront chercher quels sont les autres contenus. Et finalement, pour ton client, son objectif de vente, même si c'est un objectif, parce que parfois, on va se définir plein je vais pas faire un cours de community management, on a plein d'objectifs liés à nos différentes publications. Mais parfois, tu vas faire un post avec un objectif engagement, mais c'est lui finalement qui va aller générer des ventes derrière. Des ventes derrière, oui, bien sûr. Oui. Donc, voilà, c'est comme ça fonctionne. Parfois, les algorithmes sont très compliqués. Pour en revenir à la discussion, et selon toi, c'est quoi en fait un SMM aujourd'hui? Et en fait, qu'est-ce qu'il est appelé à devenir demain? Et quelle est la différence entre un SMM et un CM? Ah oui, je vais commencer par la différence entre un SMM et un CM, de façon très simple. Le CM, il rédige un calendrier éditorial. Le SMM, il rédige un plan de communication digitale. Okay. Donc, le SMM, le Social Media Manager, est au-dessus du CM. Mais quand tu es Social Media Manager, tu dois être capable de pouvoir faire du CM derrière. Donc, j'ai simplifié le métier en tenant compte au fait du livrable principal qu'on demandera à l'un ou à l'autre. Je pose la question parce qu'il y a les gens qui confondent les deux métiers et qui en fait sautent le pas. Ils sont pas CM et deviennent SMM en même temps. C'était une parenthèse. C'est tant mieux qu'ils deviennent SMM en même temps s'ils ont le bagage pour. Je ne le reproche à personne. Malheureusement, ils n'ont pas. Bon, c'est ça le problème. Si tu as le bagage pour être SMM, monter un plan de com digital, connaître les bons canaux pour faire passer le bon message. C'est pas le post Facebook que tu remets sur Instagram, même si Meta te donne la possibilité de dupliquer le même post. C'est pas la strate de contenu Facebook qui est la strate de contenu Instagram. Et ce n'est pas la strate de contenu Instagram qui est la strate de contenu sur TikTok. C'est pas la strate de contenu Instagram qui est la strate de contenu Threads, ainsi de suite, ainsi de suite. Et le SMM, c'est le gars qui connaît ça. Bien sûr. Qui pense les stratégies pour ça. Qui va intégrer de la publicité là où il faut intégrer de la publicité ou pas. Qui va intégrer du RP. Donc, même de la presse, mais de la presse digitale. Bien sûr. Dire vers quel média est-ce qu'il est pertinent de positionner telle bannière ou telle autre bannière. Rédiger un brief presse en ligne pour pouvoir faire en sorte que des organes de presse en ligne puissent réagir par rapport à une thématique ou une autre. Faire de la gestion de crise sur le digital. S'il le faut, oui. S'il le faut. Mais c'est quelqu'un qui est carpé pour être beaucoup plus gros qu'on ne le pense, en tout cas qu'on ne se l'imagine. Évidemment, j'espère qu'ils ont compris. Pendant ton parcours, quel a été l'entretien le plus bizarre que tu as eu? C'est un entretien pour Gombo et c'est à cause de cet entretien-là que j'ai acheté une voiture. Il faut nous raconter. On veut écouter. J'ai commencé par... J'ai expliqué un peu mon sujet avec les Gombos et tout. Et il y a un monsieur, c'était un Bengi, c'est un Béninois qui vit à l'extérieur. Qui vit à Bengué et tout, à qui on m'a recommandé. Il a vu ce que j'ai fait à quelqu'un d'autre et il a voulu travailler avec moi. Donc, on a commencé par discuter, on se faisait des WhatsApp et tout. J'étais pro, quoi, tu vois, j'écrivais les choses, je lui faisais des recommandations propres. On a convenu du cachet. Et on s'est donné rendez-vous quelque part. Donc, c'était pas un entreprise. On s'est donné rendez-vous quelque part pour que je prenne le jet, qu'on finalise et que je prenne mon jet. Bien sûr. Et j'arrive, là où il m'a donné rendez-vous, c'est que pas mes filles, je sais plus. Mais il était chez un coiffeur, je m'en souviens très bien. Ok. J'arrive là où il m'a indiqué, je l'appelle, ah monsieur, je suis là et tout. Il fait, ah oui, vous êtes là, vous êtes dans quelle voiture et tout. Je dis, non, je suis à moto. Quand il dit, je suis à moto, il dit, ah, vous êtes à moto? Ok, d'accord. Ok. Vous êtes sûr que vous êtes là? Je voulais sortir et venir vous voir, mais vous êtes à moto. Ok, avancez, vous avez vu quelque chose? Le ton a changé. Le respect avec lequel la personne qui me parlait a changé. C'est tellement, à force de discuter derrière l'écran sans savoir à qui il parlait, le travail, je lui faisais sentir que c'était un senior, un grand, quelqu'un qui pouvait venir en voiture. Mais le fait de se rendre compte que bon, c'est un petit qui se cherche à moto. Et celui qui vous voyait,
s'est mis à me tutoyer, très simplement. Celui qui était capable de sortir, m'attendre devant là où il était, ne sort plus pour m'attendre, mais me dit d'avancer, de venir jusqu'à tel endroit. Mais ce n'est pas le pire. C'est que quand il me voit, jusqu'aujourd'hui, je suis resté convaincu que ça a été ça le problème, parce que la manière dont le revirement de situation s'est posé, elle était quand même assez brusque. Le pire, c'est que ce qu'on a négocié, quand je suis venu, il m'a fait la morale, mon petit, vraiment, toi, l'argent que tu as demandé là, toi, tu ne trouves pas que c'est beaucoup. Vraiment, vous les jeunes là, on veut vous aider à grandir, on veut faire ci, on veut faire ça. D'ailleurs, c'est parce que je dis, mais monsieur, vous avez vu le travail que j'ai fait, c'est pourquoi vous m'avez fait appel. Je dis, tout le monsieur, il a vraiment tout fait pour réduire le cash. Moi-même, bête que j'étais dans le temps, et vous avez dit que j'aime l'argent. Je voulais quand même l'argent, quoi. Donc, il a réduit le cash. J'aurais peut-être refusé, mais j'ai accepté finalement le cash et je lui ai fait son travail. Mais cette expérience a été telle que je me suis dit qu'il fallait tout faire pour que je m'achète. Donc, si c'est une petite voiture, j'aurais commencé par cotiser encore plus. Pour acheter la voiture. Même si c'est petit, même si c'est une carcasse, tu vois. Et c'est une carcasse, voilà. Il fallait l'avoir. Donc, c'est un peu. Donc, je ne parle pas forcément. C'est un entretien quand même. C'est pas si c'était un entretien pour boucler un contrat. Je n'ai pas fait beaucoup d'entretiens dans ma vie professionnelle pour prendre des contrats. Je suis beaucoup plus allé sur des recommandations des gens qui ont vu un travail que j'ai fait et qui ont voulu que je le refasse. Je pense que mon travail a plus fait de publicité pour moi dans mon parcours et j'en suis honoré dans mon parcours que des entretiens et autres. Bien sûr. Est-ce que tu as déjà eu des clients qui ont fait des demandes irréalistes? J'en ai eu. Pas de demande irréaliste généralement, mais c'est le client qui veut c'est le client qui veut que tu deviennes un commercial. C'est le client qui veut que tu lui fasses des ventes, que tu lui génères tout de suite des ventes. Mais je n'ai pas de cas fort dont je puisse parler. C'est des cas qu'on a toujours réussi à gérer par de la discussion, en montrant que c'est pas toi le commercial, en démontrant au gars ou à la go, moi je pense à une go, c'est sur les demandes irréalistes, c'est en lui démontrant en fait comment est-ce qu'elle-même peut faire le travail, trouver d'autres personnes qui vont faire le travail à partir de ce que tu vas lui proposer. Mais je n'ai pas de cas, il ne faudrait pas que je raconte des conneries. Je pense que tu as une chance parce que la plupart des CM que j'ai reçus ont des demandes incroyables que je préfère taire ici. Selon toi, à quel moment est-ce qu'il faut dire non? Je pense qu'il faut le dire quand tu sens que tu es piétiné. Quand tu te sens piétiné, tu dois être en mesure de dire non. OK. Parce que ce n'est pas le client, ce n'est pas l'employeur qui a payé ta scolarité, qui a payé tes études, ta formation. À la fin de la journée, tu dois être en mesure de t'estimer toi-même, de savoir ce que tu vaux professionnellement. Et cela permet aussi de connaître les limites à un certain type d'interaction, à un certain type de management toxique, à un certain type de relation client-CM qui peut être toxique. On te demande des choses que tu juges irréalistes. Tu dois être capable de démontrer par A plus B comment c'est irréaliste et qu'est-ce qu'il faut plutôt faire pour atteindre l'objectif visé par ton client. Et si tu le fais et que malgré ça, ton travail continue d'être dénigré ou ta personne continue d'être dénigrée, tu dois être capable de faire stop, de dire non, de laisser la chance à quelqu'un d'autre et toi d'aller te chercher ailleurs. Je pense que c'est une bonne alternative. Que penses-tu en fait des personnes qui n'arrivent pas à se reposer, qui font du burn-out? Qu'est-ce que tu leur recommanderais? Qu'est-ce que je pense j'ai envie de dire, il y a quoi à nous? Parce que toute personne passionnée par son métier court continuellement ce risque. On dit souvent, tu aimes tellement le truc que tu mets tous les organes dedans. On met tellement les organes dans ce que nous faisons, on finit par tomber amoureux de notre travail. Et ça, il y a un gros risque derrière, c'est le burn-out. Je ne suis pas médecin pour dire ce que c'est. Mais ce que je peux dire, c'est que il arrive des moments où tu aimes, malgré tout l'amour que tu as pour ton métier, tu t'assieds devant ton ordinateur et tu ne réussis pas à écrire un seul mot. Tu as un plan à écrire,
tu ne réussis, ton cerveau refuse d'émettre des idées. Ça ne décolle pas. Fais attention. Tu es en train d'aller ailleurs. Qu'est-ce que tu recommanderais pour sortir de cette phase? Je vais dire quelque chose qui est bizarre, mais j'ai envie de citer un rappeur que j'aime beaucoup. C'est Youssoupha, qui a dit dans l'une de ses chansons, tout le monde a ses addictions, il faut l'admettre. Choisis-en une qui devienne ton esclave et jamais ton maître. Pourquoi cette citation? Les gens nous recommandent souvent de déconnecter. Mais les gars, c'est difficile de déconnecter au fond. C'est difficile de déconnecter pendant un mois si tu n'as aucun backup derrière pour prendre tes pages pour les gérer. Bien sûr. Mais tu peux faire des micro-déconnexions qui te sont utiles. Des micro-déconnexions pendant lesquelles tu te consacres à quelque chose qui te passionne tout autant que ce métier-là. Des micro-déconnexions pendant lesquelles tu vas faire de la lecture, tu vas voir des films, tu vas aller te balader, tu vas dormir. En fait, parfois, je peux décider, je veux dormir. Là, je veux dormir. Ou même, franchement, il y a plein d'autres choses hein, pour ceux qui ont des petites amies, qui sont en couple. Même passer un moment avec sa famille, avec les personnes que nous aimons, sont pour moi de petites solutions pour éviter le burn-out. Surtout lorsque tu réussis à faire comme Youssoupha, à en faire ton esclave et pas ton maître. Il ne faut pas que ça devienne le truc, quand tu ne le fais pas, tu n'es pas à l'aise. Mais il faut que ça devienne le truc, quand tu y vas vraiment, tu le fais vraiment et ça te permet de te déconnecter par rapport à ton métier. Pour moi, la déconnexion, c'est ça. C'est d'abord ces micro-déconnexions-là. Et le jour où on sera riche, on se pris des vacances à Miami, on ira à Sydney, on ira partout. On va vraiment se déconnecter pendant longtemps. Parlant de famille et de tout ce qui va avec, je pense que tu es marié, que tu as des enfants. Comment est-ce que tu arrives en fait à gérer la famille et le boulot? Je vais commencer par vraiment remercier mon épouse. Il y a eu une période de ma vie, surtout quand je faisais vraiment du CM à temps plein, où tu sais, il arrive parfois, tu fais un post et puis le post, ça ne marche pas et puis tu en parles. Oui. Elle est capable d'aller te demander c'est quel post et puis d'aller laisser un commentaire juste pour la motivation. Pour la motivation ou bien parce qu'elle à force de rester aussi avec moi, elle a compris que l'engagement, c'est quelque chose qu'on peut stimuler. Bien sûr. Il nous est déjà arrivé de faire des posts, de partager le post à 2-3 amis. Pardon, on va laisser ce commentaire-là. Parce que les premiers commentaires dans ton feed conditionnent la manière dont l'algorithme va orienter aussi ta publication. Si les premiers commentaires dans ton feed sont des commentaires qui sont négatifs, l'algorithme peut considérer que ça, c'est une publication. C'est une mauvaise publication qu'il faut éteindre. Okay. Si les premiers commentaires dans ton feed sont des commentaires positifs, l'algorithme peut le pousser davantage. Et même au-delà de l'algorithme, c'est la communauté. On est dans un monde, on fait beaucoup de suivisme sur les réseaux sociaux. Donc, lorsque tu viens sous un post où il y a eu énormément de commentaires positifs, tu as envie de commenter positivement. Tu ne dois pas, même si ton avis est différent, tu as pu laisser un avis négatif parce que tu as vu tellement de personnes qui ont laissé du positif. Idem, hein, quand c'est négatif. Nous qui bossons sur les grandes marques, là, on en sait quelque chose, quoi. Tu fais un post et puis les 50 premières personnes, ils vont t'insulter proprement. Alors que c'est pas logique, les insultes, mais ils vont t'insulter quand même, tu vois. Du coup, les autres ne viendront plus t'insulter. Mais si sur le même post, les premières personnes sont mitigées, les gens ils donnent des avis qui sont positifs, etc., ça fonctionne. Donc, je reviens à elle et elle a compris ce truc-là à force de me côtoyer. Elle m'a beaucoup aidé, elle m'a beaucoup support dans ce métier-là. Il est arrivé, moi je puise beaucoup mon inspiration du quotidien. On est autour d'une table en train de parler de quelque chose, une idée sort et je fais un lien entre cette idée-là et la marque avec laquelle je travaille. Ça me génère une idée de post, je pars dessus. Bien sûr, je veux. Un exemple simple, on regardait un match, c'était pendant les qualifications, pendant les mondiales. Le mot Atassa n'était pas encore devenu aussi fort. Non. Et mon collaborateur criait Mounier Atassa. Hey, c'est fini. De façon inconsciente, j'ai dit c'est une idée on de écrit campagne. Mounier Atassa en post. C'est fini. Deuxième but, on écrit Atassa x2. Paf, le public prend encore. Alors que le mot n'était pas encore très viralisé d'un point de vue. Et d'un autre point de vue, il était aussi très décrié, tu vois. Donc, tu
puis ces études continuent. Et quand tu as un compagnon ou une compagne, je ne sais pas, quand tu as un compagnon qui croit en ce que tu fais, il t'accompagne. Bien sûr. Il comprend que parfois vous pouvez être même, vous savez ce que je veux dire. Vous pouvez être à 4 pattes, tu vas te lever et dire, pardon, il faut que je prenne mon ordinateur, je vais écrire ça là d'abord, c'est une inspiration. Ça, c'est à ta réelle. Mais voilà, c'est dit, ça commence par le fait d'avoir des compagnons qui vous comprennent, qui vous accompagnent dans ce que vous faites. On a des métiers qui peuvent être aussi très pervers. Donc, quand tu as des gens autour de toi qui te comprennent, tu as fait la moitié du chemin. Bien sûr. Mais il y a un danger. On n'est pas là, on n'est pas présent pour eux. C'est vraiment dangereux, je suis d'accord. On n'est pas présent pour eux, c'est dommage. On n'y arrive pas. On leur demande pardon. Je parle au nom de tous les CM. On demande pardon à nos conjoints pour qui on n'est pas souvent là parce qu'on est en train de chercher le jet. Et le jet là, parfois, on n'est même pas... C'est même pas consistant. Hein. Voilà. Tu vois. Mais eux, ils sont là toujours pour nous. J'ai une chose à dire. Quand tu veux leur consacrer du temps, consacre le temps. À 100%, oui. Moi, je ne réussis pas encore suffisamment à le faire. Parce que c'est notre métier là, c'est sur le même téléphone où tu vas écrire à papa, à maman, c'est sur le même téléphone là que tu vas faire des pauses. Oui. Hein. Moi-même, je me suis dit plusieurs fois, je veux avoir un téléphone pour le boulot, un téléphone personnel. Tu as fait ça comment? On finit toujours par reconnecter les comptes sur le téléphone personnel. Sur le personnel pour que ça aille vite. Donc, il suffit juste d'une notification pour plomber un moment en famille et autres. Mais quand tu veux consacrer du temps à la famille, fais l'effort. Moi, je n'y arrive pas. Parce que sur ce truc-là, si je dis que oui, quand je suis avec la famille, j'ai envie. Mais j'essaye. Et je veux aller à cet idéal-là de pouvoir accorder le temps de la famille et que rien d'autre n'interfère avec ce temps-là. On espère pouvoir y arriver et on travaille. À la grâce de Dieu, on va y arriver. Si tu devais refaire ton parcours, est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais changer? Je pense qu'il y a un lien. Ce que je voudrais changer, c'est d'apprendre à me donner du temps. Du temps, ok. À me donner du temps à moi-même. Parce que quand il te donne du temps, le paradoxe, c'est que tu réussis aussi à continuer à apprendre. Ok. Parce que parfois, tu es tellement à fond dans ta routine quotidienne que tu oublies d'aller apprendre, que tu oublies d'aller faire évoluer ton truc. Oui, je disais tantôt que dans le parcours, je suis venu au métier de CM parce que je faisais des sites web, les gens ils voulaient pouvoir communiquer sur ces sites web-là. Ils voulaient intégrer des pixels, par exemple, faire de la publicité sur Meta, sur Facebook en son temps, mais qui va rediriger directement vers le site web, etc., etc. C'est ce genre de besoin ou aller vers des tunnels de vente, partir d'un tunnel, aller collecter des prospects sur les réseaux sociaux, entrer dans un tunnel de vente, les driver vers un site web, du site web entrer dans un tunnel de vente, etc. C'est ces choses-là qui m'ont, moi, amené, in fine, à faire de la com digitale et derrière à faire du CM, à faire tout ça. Mais aujourd'hui, malheureusement, c'est un pan de mon métier que j'ai laissé de côté. Je peux comprendre. Que j'aurais pu continuer à développer intensément, tu vois, le développement. Mais je considère que, d'autres personnes sont là aujourd'hui. J'ai mon bagage qui peut me permettre de briefer correctement un développeur et de m'attendre à un résultat optimal. Et je m'en contente, même si au fond, si je m'étais accordé suffisamment de temps de déconnexion, j'aurais pu continuer à apprendre et être excellent encore plus de ce côté. Ah oui. Mais après, est-ce que c'est de la déconnexion alors? Non, ce sera plus de la déconnexion, parce que tu vas continuer à travailler, à étudier. C'est positif. Je comprends. Si aujourd'hui, il y a un jeune qui a suivi ce podcast jusqu'à la fin et que ton parcours inspire, quel est le conseil que tu lui donnerais? C'est un conseil qui est très bête. Il n'y a pas de conseil bête. Si tu es passionné, vis de ta passion, nourris ta passion au quotidien. Quelqu'un a dit, fais un travail que tu aimes et tu n'auras plus jamais à travailler de ta vie. Ok, oui. Mais moi, c'est ça. J'aime tellement ce que je fais que je ne me considère pas comme étant en train de travailler parfois. Je considère que j'apprends. Il m'est déjà arrivé de me réveiller à 5 heures du matin, de prendre En fait, je suis à la maison, je suis dans mon lit, mais à 5 heures du matin, je me réveille parce que j'ai envie de faire une recherche sur un truc ou bien parce que j'ai cherché à faire un truc que je n'ai pas réussi, une inspiration m'est venue
et je démarre, je me retrouve à 11 heures encore dans le même lit en train de travailler. Mais en vrai, au fond de moi, je ne me sens pas comme étant en train... Je ne sens pas que j'ai bossé. OK. Parce que j'ai trouvé de la satisfaction. J'ai pris mon pied en trouvant des solutions que je n'avais pas. Je comprends. J'ai envie de leur dire, travaille passionnément. Si ce métier ne te passionne pas, laisse-le tomber. Si tu n'es pas passionné, tu ne peux pas faire du CM. Je suis désolé. Okay. Tu ne peux pas faire du CM si tu n'es pas passionné. Tu ne réussiras pas dedans ou tu finiras pas partir. Donc, pars tout de suite. Mais si tu es passionné, tu vas réussir dedans. Continue à étudier, continue à lire, continue à regarder ce que les autres font. Définis-toi des modèles clés d'animation de page dans ton environnement. Quand tu travailles sur une marque, cherche les marques concurrentes ou bien les marques qui gravitent autour. Regarde ce que les gens y font. Et tu trouveras toujours de l'inspiration pour combler. Tu vois, il y a ces moments-là qu'on appelle des temps morts où tu n'as pas d'esprit. Regarde ce que les autres y font et réadapte ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas du plagiat. En tout cas, en fonction de la manière dont tu le feras, ce n'est pas du plagiat, c'est de l'inspiration. Oui. Et plus tu seras passionné, j'insiste sur ce mot, plus l'inspiration t'amènera à aller au-delà. Quelqu'un aurait fait un post, toi tu vas le récupérer, le changer, t'en inspirer et faire un bien meilleur post. Oui. Et c'est ça, moi, mon conseil. Et c'est le résumé à 2 choses, je répète. Si tu n'es pas passionné, full camp. Si tu es passionné, fais de cette passion-là ton principal moteur pour grandir. Mais grandir en apprenant, grandir en cherchant à développer des soft skills qui gravitent autour de ton métier. Et tu verras, ça ne pêche pas, ça réussit toujours. Sauf si tu as dit Jackie derrière toi. Alors, merci Moubine d'être passé sur le canapé du CM. On doit résumer cet échange en une phrase, ce serait quoi? Zane, non. C'est moi, j'ai parlé tout le temps. Tu m'as écouté. Maintenant, je te renvoie à la question. Comment il va résumer tout ça là en une phrase? Résume, pardon. De notre discussion, je retiens 2 choses. Que la persévérance finit par payer et qu'il faut en fait être passionné pour être community manager. C'est vrai? Dites-moi en commentaire. Merci Moumine d'être passé sur le canapé du CM. Si vous avez aimé cet épisode jusqu'à la fin, je vous invite à vous abonner, à liker et à partager le contenu autour de vous. Et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode du canapé du CM.